Knip version 3 qui permet de détecter votre code inutilisé dans vos projets, ainsi que le manifeste version 2 des extensions Chrome qui sera bientôt désactivé par défaut. Bienvenue dans les actualités de la semaine du lundi 4 décembre 2023. C'est parti. Bonjour à tous, c'est Brian de DevTheory, la chaîne pour devenir et rester un bon développeur JavaScript. On va tout de suite parler de Knip. Alors, on en parle par rapport à sa nouvelle version 3 qui est une nouvelle version majeure, mais en fait, on va surtout parler de Knip en lui-même et pas forcément de cette V3 parce que personnellement, je ne connaissais pas Knip et je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas le connaître tellement c'est un outil qui a déjà une grosse communauté et qui est très utile. En effet, Knip va permettre de trouver tous les fichiers, les dépendances et même les exportations qui sont inutilisés au sein de vos projets JavaScript ou TypeScript. Et ça, vous pouvez le faire en une seule commande. Donc si on va dans le Get Started, on peut voir la version sans installation où il suffit de faire npx de Knip. Et c'est tout. Ensuite, il va vous détailler en fait tout ce qui ne va pas. Donc, par exemple, dans les exemples un peu plus bas, c'est ici. On va avoir ici, vous voyez, donc le npx de Knip qui a été fait avec un petit flag --production pour ne pas prendre en compte les fichiers de configuration. Et ensuite, eh bien, on va avoir tous les fichiers justement que l'on écrit, donc qui ne sont pas dans notre modules ou quoi, et qui ne sont donc pas utilisés par votre projet. On va avoir tout ça ici. Ensuite, il y a les dépendances inutilisées qui sont juste là. Et il y a même les exportations utilisées. Parce que parfois on peut utiliser le mot-clé export pour exporter donc une fonction, une méthode, un objet, quoi que ce soit, et on peut en fait ne l'importer nulle part. Et donc ce mot-clé export là, il est inutile, et bien Knip va également le détecter. Donc voilà, c'est un super projet Knip. Sa version 3, elle introduit simplement quelques modifications par rapport au fait donc que le code de lui-même, et bien maintenant c'est un monorepo. Ils ont également créé un tout nouveau site web qui est celui-ci et qui est très bien au niveau de la documentation, etc. Et ils ont quelques d'autres choses comme Breaking Change, mais qui sont apparemment assez peu probables d'avoir un impact sur vos différents projets. Voilà tout donc concernant Knip version 3. Ensuite, le manifeste. Alors le manifeste est un fichier, donc manifeste.json que l'on fait quand on va créer par exemple des extensions sous Chrome ou autre navigateur sous Chromium. Et bien en fait, pour ceux qui sont dans cet univers-là, vous le savez probablement, il y a une version 3 du manifeste qui est donc là depuis je crois un an maintenant ou même un peu plus, et qui en fait va petit à petit être la seule version du manifeste à pouvoir être utilisée pour les extensions. Parce qu'à partir donc de juin 2024, sur les pre-stable versions de Chrome, donc Dev, Canary et Beta, et bien toutes les extensions en V2 seront de base disabled, donc seront désactivées. Donc ça, c'est à partir de juin 2024, donc on peut imaginer que quelques mois plus tard, et bien ce sera également le cas sur les versions stable en fait de Chrome. Donc c'est important, si jamais vous avez une extension Chrome et que vous voulez qu'elle soit utilisable sous tous vos navigateurs sous Chromium, et bien il va falloir utiliser la version 3 du manifeste. Alors sur ce manifeste là, je ne peux pas vous en dire plus parce que moi personnellement je n'ai jamais trop créé d'extension Chrome, donc je ne sais pas exactement les différences qu'il y a, mais en tout cas je vous mets le lien de cet article là en description juste en dessous, et il y a également un lien un peu plus en dessous pour un guide concernant justement la migration donc du manifeste V2 vers le manifeste V3. Autre nouvelle cette semaine, rapidement, c'est pour les développeurs donc sous Nuxt, sous Vue.js Nuxt, et bien c'est la sortie en version stable de Nuxt DevTools. Alors Nuxt DevTools, c'est intéressant parce qu'en fait c'est vraiment quelque chose maintenant qui est inclus de base à Nuxt, c'est-à-dire que pour l'installer, il suffit dans le fichier nuxt.config de faire DevTools enable true et ça y est, il se met en place. Avant, c'était une extension, un module sur le côté. Et maintenant, c'est tellement bien fait que ça a été intégré donc de base à Nuxt et c'est vraiment, je trouve, une des raisons d'utiliser Nuxt. C'est-à-dire que ça va améliorer drastiquement la DX, la Developer Experience, quand on va donc créer des applications sous Nuxt. Donc, quelques petits problèmes. Quelques petits exemples en fait. Donc une fois qu'on a donc un site web en mode de développement, eh bien on va avoir un petit bouton en dessous en fait où on peut activer, vous voyez c'est ce petit badge là juste en dessous, je ne sais pas si vous voyez bien, où on peut activer, et donc quand on clique dessus on va avoir cette grosse fenêtre qui s'affiche et on va avoir donc tout un tas de petits onglets sur le côté, comme par exemple page, component, import, etc. Donc page, ça va nous dire toutes nos pages. Par exemple si on est ici, vous voyez là on est dans page, on a la page actuelle, on a toutes les autres pages disponibles, on peut modifier la page actuelle selon le petit paramètre slug, etc.
On a toutes nos components qui peuvent être vus de cette manière-là sous la forme d'un graphique. On a tous nos imports, que ce soit les composables ou les imports également de Vue.js. On a la gestion des modules également. On va avoir tous les static assets qui sont disponibles de base. Donc si jamais vous voyez qu'une image ne charge pas, et bien vous pouvez aller voir dans vos static assets justement est-ce qu'elle est bien présente. Et si elle n'est pas présente, en fait vous ne l'aviez pas mis, ou alors c'était une typo au niveau du nom, etc. Vous pouvez voir en fait ce que Nox a accès. La même chose par rapport à de la configuration. Ici, c'est du runtime config. On peut voir donc toutes les couleurs que vous avez mis, ou alors les différents paramètres par défaut par rapport au thème de couleur ou quoi que ce soit. Vous voyez ici la value color mode preference, etc. Il y a même une prévisualisation des Open Graph. Vous voyez, il y a une Open Graph Preview et vous voyez exactement tous les tags qui ont été pris en compte. Et donc après, vous pouvez en prendre en compte par rapport à Twitter, Facebook, LinkedIn et quoi que ce soit. Il y a également, vous voyez, tous les plugins que vous avez. Vous avez même une timeline qui est encore en bêta où vous pouvez voir quelle fonction est exécutée, pendant combien de temps, etc. C'est vraiment super intéressant d'avoir l'analyse des builds. Et également, si vous faites une API depuis Nuxt, ce que je fais beaucoup, et bien il y a tout justement un panel comme ça pour exécuter, faire des tests sur votre API. Donc c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir faire du post, du get, etc. Vous allez pouvoir mettre du body, des queries, du headers, des cookies, n'importe quoi. Et vous allez pouvoir exécuter et voir ce que ça vous renvoie directement depuis ce Nuxt DevTools là. Et donc c'est vraiment trop bien. Il y a même une intégration directe de VS Code en embed via ça, et ça va directement modifier vos fichiers locaux. Donc c'est vraiment intéressant. Moi personnellement, j'aime beaucoup Nuxt DevTools. Il est activé maintenant sur tous mes projets par défaut, car je trouve que c'est vraiment une upgrade très importante au niveau de la DX justement. Dernière chose cette semaine, c'est un petit article qui s'appelle Don't Disable Buttons. Alors c'est intéressant et je ne savais pas trop ce système-là, donc je me permets de vous en parler. En fait, dans cet article, on apprend que les boutons, notamment les boutons donc, qui vont servir à confirmer un formulaire, donc les boutons Submit, eh bien, généralement, on leur met un attribut Disabled pour ne plus pouvoir les cliquer et donc pour ne plus pouvoir soumettre le formulaire. Mais effectivement, on nous dit dans cet article-là que le formulaire, il peut quand même être soumis si jamais eh bien, on clique sur un champ et on fait Entrer ou on fait Return. Il va quand même être soumis même si le bouton est Disabled. Et également via d'autres arguments, la meilleure manière c'est celle-ci. En fait, à l'instant où on va donc exécuter un formulaire, eh bien, on va regarder s'il y a un attribut, ici un attribut que l'on a appelé data-submitting. Et en fait, si jamais cet attribut-là il existe, eh bien on ne fait rien, on retourne ce submit là parce que justement eh bien, il y a déjà une data qui est en train d'être traitée, et si jamais donc il n'y a pas cet attribut là, eh bien on fait en sorte de mettre cet attribut là sur le formulaire, on le met, ensuite on fait nos actions, qu'elles soient asynchrones ou non, puis eh bien, on vient l'enlever dès que c'est fini. Ce qui fait en sorte qu'à l'instant où eh bien, le bouton est recliqué, donc le bouton Submit, ou alors qu'un champ, on appuie sur la touche Entrée, eh bien, ça va activer justement une soumission du formulaire, donc ça va activer l'événement Submit du form. On va entrer là-dedans, sauf qu'on va avoir l'attribut Data Submitting qui est bel et bien dedans, puisqu'on y a eu cette ligne-là d'exécuter avant, et donc on va return, on va ne pas exécuter le reste de la fonction. Et donc ça, c'est intéressant, parce que justement, ça va prendre en compte tous les cas donc de votre soumission de formulaire, et donc vous êtes sûr de pouvoir d'avoir uniquement une soumission à la fois pour un formulaire spécifique. Et je trouve ça assez intéressant, et via également des notions d'accessibilité, eh bien c'est également mieux d'avoir ce pattern là plutôt que le pattern par rapport au disabled. Voilà tout concernant cette vidéo. Écoutez, je vous mets tous les liens de ces petites actualités juste en dessous en description. Quant à nous, eh bien sûr, on se retrouve dès lundi prochain. Je vous souhaite une très bonne semaine et un très bon codage. À très vite.